Vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio fait son Tour de France. C'est la première étape de ce Tour de France 2025. On est très heureux d'être avec vous pour vivre cette 112e édition du Tour de France que l'on va vivre évidemment avec toute l'équipe Sud Radio, avec Quentin Kévani. Salut Quentin. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Avec Rémi Dos Santos. Salut Rémi. Salut Alexandre, bonjour à toutes et à tous. Quentin Fredon bien évidemment. Salut Alex, salut. Nos consultants Vincent Barthaud et Pascal Chanteur. Salut messieurs. Bonjour à toutes et tous. Salut Pascal, président de l'Union nationale des cyclistes professionnels, ancien coureur professionnel et présent sur la route du Tour de France dans le Nord, dans les Hauts-de-France actuellement, Pascal. Oui, bien sûr, sur la première étape, un superbe départ, beaucoup de monde, du vent, et on voit déjà une course très animée avec des bordures et des échappées, donc ça présage une très belle course aujourd'hui. Et on est avec Vincent Barthaud, maillot jaune mythique du Tour de France, homme exceptionnel, coureur de légende. Salut Vincent. Salut les copains, content de vous retrouver, tout va bien? Ah bah ça va très bien, écoute, on est très heureux de t'avoir. Vincent, t'es où toi? T'es aussi dans les Hauts-de-France il me semble? Exactement, je suis juste à côté de mon Pascal. Ah bah c'est parfait, côte à côte. Et d'ailleurs, il vient de se passer quelque chose il y a quelques instants. Rémi Dos Santos, deux Français en tête, en haut du Mont Cassel, mais deux Français qui se sont un peu vautrés tous les deux. Exactement, il y avait un sprint entre Matteo Verché et Benjamin Thomas qui étaient les deux derniers rescapés de cette échappée. Ils ont fait le sprint au sommet du Mont Cassel pour aller chercher le point du classement de la montagne. C'est Benjamin Thomas de la Cofidis qui est passé devant en jetant son vélo, mais en jetant son vélo, il a aussi glissé sur les pavés poussiéreux et il a embarqué dans sa chute Matteo Verché. Donc maintenant, il n'y a plus d'échappée à 78-75 km de l'arrivée, puisque les deux Français sont malheureusement au tapis, ils sont relevés, mais ils sont derrière le peloton maintenant. Mais Benjamin Thomas qui sera donc le premier maillot blanc. Exactement. À pois rouge de ce Tour de France. Vous entendez, l'ambiance est folle du côté de cette première étape autour de Lille, et on y vient dans un instant évidemment sur le direct que vous allez vivre jusqu'à 18h sur notre antenne. On vous comptera tout, on vous expliquera aussi que Lenny Martinez est en souffrance un peu aujourd'hui. Est-ce un choix? On se posera quelques questions. On aura aussi un invité d'ici une quinzaine de minutes, c'est Daniel Verbraeke qui va nous parler de ces étapes du nord de la France qui vont être importantes sur les prochains jours. Et dès aujourd'hui, on parlera évidemment de cette étape. On essaiera de se projeter qui va remporter cette première étape. Il y aura l'oreillette dans plusieurs dizaines de minutes, et puis on vivra évidemment l'arrivée du côté de Lille. Mais avant toute chose, Rémi Dos Santos, pas mal de petites actus, notamment dans le cyclisme, et puisqu'on est là quand même pour cela, avec un départ qui a été quand même très attendu et assez perturbé. Exactement, pas mal de chutes, pas mal de bordures également sur ce début de Tour de France. Il reste 75 km avant l'arrivée à Lille, d'où est parti ce 112e Tour de France, et donc pour l'instant plus d'échappées. C'est un peloton qui roule en tête, qui roule très vite, près de 46 km/h de moyenne. Effectivement, et on attaque le journal des sports. Et Rémi Dos Santos avec du rugby. Avec du rugby pour commencer, parce qu'il y avait un match ce matin. C'était le début de la tournée de l'équipe de France en Nouvelle-Zélande, une équipe très remaniée, vous le savez, avec les absences des Toulousains et des Bordello-Béglés, mais qui ont été surprenants, qui ont regardé les Blacks dans les yeux durant 80 minutes. Défaite courte, 31-27 pour les Bleus de Fabien Galtier, non sans avoir touché du doigt l'exploit. Oui. Et après il y a un petit peu de ballon rond aussi. Oui, allons-y. La Coupe du Monde des clubs se poursuit pour le Paris Saint-Germain, le champion d'Europe, qui joue à 18h son quart de finale de la Coupe du Monde des clubs. C'est face au Bayern Munich, avec une possible confrontation avec le Real Madrid de Kylian Mbappé en demi-finale, qui affrontera le Borussia Dortmund un petit peu plus tard. Hier, les deux premiers quarts ont vu les victoires des Brésiliens de Fluminense et de Chelsea. Autre rendez-vous footballistique, il est du côté de la Suisse, puisque l'équipe de France féminine débute son Euro ce soir contre l'Angleterre, tenante du titre, dans un groupe D où les Bleus affronteront aussi le Pays de Galles et les Pays-Bas, sans, on le rappelle, Wendy Renard et Eugénie Le Sommer, qui n'ont pas été appelés par Laurent Bonadei. Et puis on termine avec un petit peu de tennis. Il n'y a plus de Français à Wimbledon suite aux défaites hier de Diane Paris, Gaël Monfils et Arthur Hinderknecht. Il y a encore, bien sûr, évidemment, tous les favoris. Carlos Alcaraz est déjà en 8e. Il attend potentiellement Yannick Sinner de Novak Djokovic, qui joue aujourd'hui pour rallier ce tour également. Ouais, et ça, c'est un point très important avec évidemment, donc je le disais, cette première étape du Tour de France.
France et énormément de tension. Pascal Chanteur, Vincent Barthaud, depuis le début de cette journée, avec Lenny Martinez qui n'arrive pas à tenir la cadence, des bordures, tu le disais Pascal, et une tension maximale, peut-être presque dangereuse, j'ai envie de dire aujourd'hui pour le moment. Oui. C'est très tendu. Attention à leur leader. Ils sont bien positionnés à l'avant du peloton. Donc à partir de là, c'est nerveux. Énormément de nervosité, effectivement. Pascal, on est en train de te perdre un petit peu, puisqu'on le rappelle, tu es au cœur de cette étape, dans les voitures, au volant même de ton véhicule, en direct sur Sud Radio. On t'entend beaucoup mieux, Pascal, oui. Je t'écoute. Oui, je disais que le peloton est très nerveux. On voit d'ailleurs des coureurs qui sont déjà très très en difficulté. Lenny Martinez, on a vu la chute des deux coureurs français, Benjamin Thomas et le coureur de Total Energy, qui ont chuté lors du grimpeur en haut du Mont Cassel. Donc vous savez, cette année, au départ du Tour de France, vous avez 88 coureurs qui partent avec voire 2 tours, voire 0 tour de fait. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes coureurs, et à partir de là, bien sûr, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de nervosité, et cela rend la course toujours un petit peu plus dangereuse. Ouais, et d'ailleurs, de la nervosité, des soucis mécaniques, des crevaisons, beaucoup de choses. On voit énormément de coureurs avoir des soucis mécaniques. On pense notamment à Simon Yates il y a quelques instants, et peiner pour revenir quand même dans ce peloton qui est en train d'un petit peu d'affoler aussi la moyenne générale. On est à plus de 45 km/h de moyenne, Rémi Dos Santos. Oui, ça roule très très fort depuis le début. Vous avez parlé du vent, des bordures, donc forcément, si on se fait lâcher, si on est un peu moins bien, comme ça a l'air d'être le cas pour Lenny Martinez, mais si on a, tu t'en as parlé avec Simon Yates, une crevaison, un problème avec le vélo, bien ça se paye très cher, parce que derrière il faut faire un énorme effort pour rentrer dans le peloton. On voit par exemple Lenny Martinez actuellement qui est dans la roue de Nils Politt, l'un des coéquipiers de Tadej Pogačar. Il a du mal à l'avoir cette roue. Avec Simon Yates, et ça va être très très dur de rentrer. On voit encore un coureur de la Picnic post-NL, l'ancienne équipe de Romain Bardet, qui était à l'arrêt. Tous ces coureurs-là, ils vont avoir du mal, voire ne rentreront pas sur le peloton d'ici Lille. Ouais, et justement, on est en train d'attaquer le retour vers Lille. Après donc ce Mont Cassel, on passe par Hardifort, et ça y est, le retour s'enclenche vers Lille. Et ce petit retour vers le sud, Vincent Barthaud, Pascal Chanteur, on va commencer progressivement à voir Lille s'approcher. On est quand même d'accord qu'aujourd'hui, à moins d'une immense surprise, ça devrait aller en faveur d'un sprinter. On développera évidemment l'étape avec précision, mais est-ce que justement cette tension peut créer des surprises aujourd'hui? Effectivement, c'est toujours il peut se passer soit une chute, soit à un moment un coup de bordure, et puis il y a un groupe qui s'en va, mais c'est vrai que là la tension est énorme. Les gars, depuis leurs derniers championnats nationaux, on s'est concentré toute la semaine sur le Tour. Il y a du stress, on est vraiment content quand le Tour arrive en fait. Aujourd'hui on a vu les gars au départ, on a pu discuter, que ça soit avec Alaphilippe, que ça soit avec le petit Vauclin pour Pascal. Ils nous expliquaient tous qu'en fait ils étaient très contents que le départ du Tour arrive, parce que voilà, c'est quand même une épreuve qui est difficile. Il y a des rendez-vous importants à être présents, et en ce qui concerne l'étape d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a eu déjà des bordures. Il n'y a pas eu encore vraiment de chute, à part les deux coureurs qu'on a vus tout à l'heure, malheureusement, sur le coureur déjanté, le petit coureur de petit Thomas. Mais il y a beaucoup de stress. Mais normalement, je pense qu'on devrait quand même arriver au sprint et voir les meilleurs sprinteurs émerger. En tout cas, il reste 70 km dans cette première étape autour de Lille. Vous êtes sur Sud Radio, sur la radio du Tour de France, que vous allez vivre jusqu'au 27 juillet inclus. Dans un instant sur Sud Radio, on revient un petit peu sur les championnats de France avec le succès de Dorian Godon, et puis aussi de ceux qui ont signé un podium ou qui sont même allés jusqu'à la 4e place, parce que eux sont présents sur la route du Tour de France. Et on va revenir sur ces championnats dans quelques instants.
instants sur Sud Radio. On parlera aussi de cette étape entre Lille et Lille avec un spécialiste, un local, Daniel Verbraekel. Vous êtes sur Sud Radio pour suivre cette première étape du Tour de France. On est avec toute l'équipe, avec Rémi Dos Santos, Quentin Fredon, Quentin Cabanisno, consultant Vincent Barthaud et Pascal Chanteur sur la route du Tour. Et déjà un abandon, premier abandon de ce Tour de France 2025. Et c'est pas n'importe quel abandon, c'est le dossard numéro 64. Exactement, Alex. Filippo Ganna, l'un des meilleurs rouleurs, si ce n'est le meilleur rouleur du peloton actuel depuis plusieurs saisons, champion du monde, champion olympique, etc., qui s'est arrêté, qui a mis pied à terre pour l'équipe Ineos. Des douleurs au dos, a priori, selon ce qu'on a entendu. Après une chute, évidemment, il a chuté. Il fait partie des nombreux coureurs qui ont déjà chuté. Il a donc posé pied à terre. Et les Ineos ne sont donc plus que 7. Et c'est le premier abandon donc, de ce Tour de France. Premier abandon du Tour de France, Vincent Barthaud. C'est un spécialiste du chrono qui visait notamment Caen. Pascal Chanteur, c'est quand même un abandon marquant déjà. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Vincent, c'est que le Tour de France, c'est pas uniquement l'étape, c'est l'état de santé, c'est aussi 21 jours de course. Donc c'est énormément de facteurs qui peuvent faire qu'à un moment donné la course bascule. Et en l'occurrence, Filippo Ganna fait partie de cette malchance où il a dû être malade peut-être cette nuit, ou attraper froid, et à partir de là tout devient difficile, alors qu'il était venu certainement pour pouvoir marquer le Tour de France, premier contrôle, et surtout aider et son leader à obtenir le meilleur résultat à Paris. Ouais, exactement. Et quand on suit un petit peu cette première étape, on sent vraiment cette tension qu'il y a sur la route autour de Lille. On va revenir un petit peu sur les championnats de France 2025 de cyclisme en ligne. Rémi Dos Santos, avec le succès de Dorian Godon, qui n'est pas présent sur la route du Tour de France cette année, mais un succès, un magnifique succès, et un maillot bleu-blanc-rouge qui pourrait traîner sur les autres courses désormais. Exactement, et un maillot bleu-blanc-rouge qui est loin d'être galvaudé, parce qu'on avait un superbe parcours, c'était aux Herbiers en Vendée, avec un parcours évidemment casse-pattes, ça montait, ça descendait, et avec une course vraiment de mouvement tout au long des 215 km de cette épreuve, et pas mal d'attaques, des coureurs qui ont pu entrevoir la victoire pendant un temps, et finalement c'est un groupe d'une vingtaine de coureurs qui s'étaient disputé la victoire finale, et dans un sprint de punchers en légère montée, c'est Dorian Godon, tu l'as dit, qui l'a emporté devant Romain Grégoire et Kevin Vauquelin. Donc on a un vrai très très beau podium déjà, et surtout ça vient récompenser Dorian Godon, qui est un des coureurs qui, quand on écoute notamment les entraîneurs de Décathlon, est l'un des meilleurs punchers du monde sur des arrivées comme celle-là. Oui, Dorian Godon, un peu sous-coté par ceux qui ne suivent pas au quotidien le cyclisme. C'est pas un des noms les plus connus, il le devient désormais en étant champion de France. On va écouter justement le deuxième des championnats de France, c'est Romain Grégoire, le coureur qui revient évidemment sur son appréhension et sur son amour du travail. Il était dans l'excellent podcast de Claire Briconne, Dans la tête d'un cycliste, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Le coureur évoque donc ce rapport au travail qu'il allie toujours avec la notion de plaisir. Le coureur de la groupe AMA-FDJ, Romain Grégoire. Me lever, me faire attention à ce qu'on mange, me coucher tôt, m'entraîner dur, c'est mon plaisir aujourd'hui, c'est ce que j'aime. Et bien sûr, comme je vous le disais, le plaisir ultime, c'est la victoire au bout, mais tout le processus, j'adore ça. Moi, j'ai pas de souci à passer 2-3 mois à l'entraînement, juste à m'entraîner sans courir. Je sais que ça me fait du bien physiquement, et je prends beaucoup de plaisir. Donc même s'il faut partir 3 semaines en stage en altitude, je suis content d'aller 3 semaines en stage à faire du vélo avec des copains. Donc Dorian Godon qui n'est pas sur la route du Tour de France, mais vous venez d'entendre Romain Grégoire qui lui est bien présent. Pascal Chanteur, que peut espérer cette année Romain Grégoire? Quels objectifs pour lui avec l'équipe Décathlon? Groupe AMA-FDJ, bien sûr. Écoutez, on a énormément de confiance en lui. D'abord, c'est quelqu'un de très intelligent. Romain a beaucoup de réflexion. 22 ans. Il est très jeune. Il a une haute estime de sa profession. Il vient de l'expliquer. Et vous savez qu'aujourd'hui, comme il le dit avec des mots simples, moi je le dis avec un peu plus de gravité. Mais quand je dis gravité, de difficulté, parce que ce métier, c'est pas simple. Vous savez,
de se restreindre alimentairement, de faire attention à ce qu'on mange, de manger sainement lorsque l'on sait, lorsque l'on écoute les informations et que l'on sait comment les industriels fonctionnent avec notre alimentation. C'est quelque chose qui n'est pas simple. Ils font d'ailleurs, beaucoup de coureurs font eux-mêmes leur jardin, c'est pour vous dire dans quel esprit ils sont. L'entraînement qui est de plus en plus difficile parce que les datas, parce que un certain nombre d'éléments font qu'ils recherchent la perfection dans beaucoup de domaines. Et puis l'éloignement de la famille, des amis, partir régulièrement en stage, en altitude ou ailleurs. Donc tout ça fait que c'est beaucoup de contraintes. Donc ouais, Romain, d'abord on a confiance en lui. C'est un très gros potentiel. Il est bien encadré par son équipe Groupama FDJ United. Donc ça c'est une valeur. Il l'a démontré au Tour de Suisse. Il était présent avec Kevin Vauquelin. Donc oui, plein d'énergie pour lui et je pense que beaucoup de supporters français sont aussi derrière lui. Ouais, Romain Grégoire avec le dossard 94 sur la route du Tour de France. La route du Tour de France, on y revient justement avec cette première étape au Tour de Lille. Donc 185 km, 1150 mètres de dénivelé positif. Bonjour Daniel Verbraekel. Non, je veux pas en gros. Ah merde. Ah, allô Daniel? Non, je vous entends. Oui, je vous entends. Ouais. Manager général de Van Rysel, Roubaix, Lille Métropole. Merci d'être avec nous. Vous êtes un spécialiste de la région, avec donc eh bien cette première étape qu'on voit avec énormément de tension. Vous êtes sur la ligne d'arrivée notamment, Daniel. Oui, à 150 mètres de la ligne d'arrivée, oui, avec une ambiance énorme. Une ambiance énorme et beaucoup de tension. Est-ce que vous l'aviez perçu, cette tension avant le départ de cette première étape? Parce qu'on voit que sur la route, il y a pas mal d'incidents à droite à gauche. Il y a des incidents, il y avait une crainte de la pluie. Je pense que la pluie va arriver après l'arrivée, mais il y a une tension, mais il y a surtout une superbe ligne droite pour l'arrivée. Donc ça devrait relativement bien se passer au niveau de l'arrivée. Bon, avant, il y a les incidents de course habituels qui se passent. Le petit accrochage avec Benjamin Thomas en haut de Cassel, là, malheureusement. Mais c'est sont des faits de course qui, je l'espère, seront sans incidence sur le classement de l'étape. Quand on voit l'arrivée à Lille, Daniel Verbraekel, manager général de Van Rysel Roubaix Lille Métropole, il n'y a aucune chance que cette étape ne soit pas promise à un sprinter. On est d'accord là-dessus, Daniel? Je pense que vous avez raison, que nous avons raison. Cette étape est dédiée aux sprinters, d'où la tension également. L'échappée a pris très peu de temps d'avance, donc ce sera promis un sprinter et pourquoi pas un sprinter belge, parce qu'il y a énormément de Belges ici à proximité de l'NDV. Un team Merlier pourrait émerger en puissance sur cette arrivée-là. Ça fait un moment qu'on n'avait pas une telle première étape pour un Tour de France. On pense à Nice en 2020 avec la victoire d'Alexander Christophe. Une première étape comme ça où les sprinteurs ont véritablement leur chance quand on remonte un petit peu les années. Et d'ailleurs, ça lance un triptyque d'étapes dans le Nord qui est assez particulier, où il n'y a pas beaucoup de pavés. On en a vu 2-3 tout à l'heure et d'ailleurs ça a causé une chute, Daniel Verbraekel, mais on est sur une autre vision des étapes nordistes, avec notamment des petits passages dans les monts de l'Artois. Les monts d'Artois, les monts du Boulonnais, non? Oui, tout à fait. C'est une vision différente et je crois qu'ASO a voulu volontairement éviter les pavés. Bon, Cassel, il y a un petit pavé, mais c'est pas bien méchant. C'est pas du pavé de Paris-Roubaix. Ils ont voulu faire différemment cette année, c'est comme ça. Ils ont teinté tout le secteur. Cependant, il y a un départ de Valenciennes, on aurait pu y ajouter du pavé également, mais il n'y en a pas. Non, mais c'est un choix qui a été fait. On peut y avoir du vent. Les monts du Boulonnais peuvent créer une surprise également. Donc, il peut y avoir des surprises. Du vent est annoncé. Si la pluie fait partie du jeu demain et après-demain, on risque d'avoir des surprises. Ce ne sera pas que des étapes dédiées aux sprinters. Roubaix est connu dans le monde entier, ça on le sait tous, mais ce n'est pas aussi la seule ville qui vibre vélo dans le Nord. Quels sont les points majeurs de l'animation cycliste dans les Hauts-de-France pour vous, Daniel? Dans les Hauts-de-France, vous dites que Roubaix, si, c'est quand même Roubaix. Roubaix fait partie, au même titre que Le Mans, que le Van Bordeaux, que les 24 heures du Mans. Roubaix est connu mondialement et je le vois en travaillant moi sur place. Mes bureaux sont installés devant le vélodrome historique.
encore là cette semaine, c'était l'affluence de touristes étrangers pour voir ce vélodrome de Roubaix, qui a vu ces 3 dernières années la victoire de Mathieu Van Der Poel, quoi. Non, il y a un engouement certain pour le vélodrome de Roubaix, un engouement certain par rapport au projet qui va naître avec un musée, avec il va y avoir un truc énorme qui va se faire dans les 5 ans sur Roubaix autour du vélodrome. Donc les collectivités ont compris que la ville vélo au nord de Paris, voire en France, c'est Roubaix. Ça, je défends pas ma ville, mais voilà, le sport premier à Roubaix, c'est le vélo, et Roubaix est connu par le vélo. Moi, quand on va aux États-Unis, on parle vous venez d'où? Je dis de Roubaix. Ah, Roubaix. Quand tu dis de Lille, ils savent pas où c'est, quoi. Malheureusement. Mais quand on dit Roubaix, ils disent Paris-Roubaix, Paris-Roubaix. C'est que, voilà, vous prenez d'ailleurs ici sur la ligne d'arrivée, c'est 75% d'étrangers qui sont présents pour le Tour de France. C'est incroyable. C'est terrible. Ouais, c'est terrible et merveilleux. Pour le tourisme en Hauts-de-France, c'est très très bien, quoi. Justement, Daniel, on parle de Roubaix, on parle de ces 3 jours dans le Nord. Votre équipe, Van Rysel Roubaix Lille Métropole, est active. Vous me le disiez, les jeunes de l'équipe travaillent auprès d'ASO, l'organisateur, sur ces premiers jours. Oui. On a été sollicité pour pas mal d'opérations sur ce jour, avec l'opération, je ne sais pas s'il peut citer, pour les casques jaunes du Crédit Lyonnais, avec des jeunes de l'école de cyclisme, avec l'opération continentale pour les 30 premiers kilomètres, les 30 derniers kilomètres, avec 10 jeunes. Ce sont 3 jeunes du Vélo Club de Roubaix qui ont occupé le ruban avec les autorités, avec le Prince Albert, avec Christian Prudhomme. Vous voyez, donc nos enfants vivent un rêve à travers le Tour de France en Hauts-de-France. Et pourquoi pas, et je ne désespère pas d'avoir un de nos coureurs au départ de Tour de France d'ici 5, 6, 10 ans. Et un des jeunes qui aura participé à l'opération aujourd'hui, aux opérations aujourd'hui autour du Tour de France, quoi. Ils vivent un rêve, quoi. Ils vivent un rêve. On rappelle qu'un certain Andy Schleck est passé par la structure votre structure, hein, Daniel, il y a une vingtaine d'années. Il a gagné le Tour de France depuis. D'une manière générale. Vous êtes bien informés, vous êtes bien informés, c'est bien ça. On travaillait un petit peu. D'une manière générale. Cédric Vasseur également, Laurent Desbiens, tous des gens qui sont passés par notre structure. Comme dans beaucoup de clubs également, hein. On fait avant tout de la formation, on a cette équipe continentale, c'est très très bien. Voilà. Et d'une manière générale, pour aller un peu plus loin que Roubaix, que représente le cyclisme dans cette région, dans la région des Hauts-de-France? J'oserais dire qu'il y a trois grandes régions, je pense, sans vouloir décevoir les autres, qui ont encore une culture vélo. C'est la Bretagne, c'est maintenant le Rhône-Alpes-Auvergne, et puis les Hauts-de-France, il y a une vraie culture vélo. On a pas mal de vélodromes couverts pour la formation. Il y a encore une culture vélo dans certaines régions de France, même si le sport cycliste, c'est une discipline où les parents doivent s'investir énormément. Au niveau des déplacements, hein, c'est pas un sport co où on amène en camionnette au départ des différentes compétitions. C'est pas non plus. Non, je vous dis, il y a une culture vélo en Hauts-de-France, et puis ça revient bien, quoi. Le Covid y est certainement pour quelque chose. Il y a une culture vélo qui est renaissante. Il y a une culture vélo qui est renaissante. Et puis les jeunes reviennent au vélo, et c'est très très bien. Ça, c'est une super nouvelle. Merci beaucoup Daniel Verbraekel d'avoir été avec nous. Et belle arrivée tout à l'heure à Lille avec l'ambiance qui est exceptionnelle, et probablement la victoire d'un sprinter. Très probablement la victoire d'un sprinter. Mais lequel sprinter? On se posera la question, dans un instant dans l'oreillette Sud Radio. Merci Daniel Verbraekel d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Daniel. Au revoir. On refait un petit point sur la course. Rémi Dos Santos, la tête de course, c'est le peloton. Il est là, 55,8. Exactement, un peu moins de 60 km encore à parcourir pour un peloton qui va très très vite. On est à près de 46 km/h de moyenne, hein. Ça fait à peine 3 heures, même pas, qu'on est parti de Lille, et il reste donc moins de 60 km. Donc d'ici un petit peu plus d'une heure, on devrait avoir l'arrivée du côté de pas loin de la Grand Place de Lille pour cette première étape. Et donc, comme tu dis, c'est le peloton qui mène, pas d'échappée. Et on rappelle, l'actu pour l'instant, c'est l'abandon de Filippo Ganna. Qui va remporter cette étape? On se posera la question dans un instant sur Sud Radio. Ce sera l'oreillette. Allez, de retour, l'oreillette Sud Radio. Venez participer au 0826 300 300. On va tout simplement pronostiquer le vainqueur de l'étape. Arrivée prévue dans moins d'une heure sur Sud Radio pour vivre le Tour de France avec vous, que vous soyez sur le départ en vacances ou sur la route au travail. On est là pour vous conter cette magnifique course. À tout de suite. Vous êtes sur Sud Radio. On suit la première étape du Tour de France. C'est une étape pleine de tension autour de Lille, dans les Hauts-de-France, avec
avec des soucis mécaniques à la pelle. Rémi Dos Santos, beaucoup de tension. Ouais, beaucoup de tension, beaucoup de chutes, beaucoup de déjà un abandon, celui de Filippo Ganna, le rouleur Ineos, et des coureurs en difficulté. On a là à l'image Raúl Garcia Pierna, l'Espagnol d'Arkea BNB Hotel. On a aussi Simon Yates, le coéquipier de Jonas Vingegaard chez la Visma Lease Bike, qui est aussi à 30-40 secondes d'un peloton qui est mené globalement par les équipes favorites qui tiennent cette fin de course, puisqu'on roule à 46 km/h de moyenne. C'est impossible de sortir. On sera bientôt dans le Mont Noir, le dernier mont répertorié de la journée, qui ne fera vraiment pas de différence. Et donc on va très certainement avoir un sprint massif dans à peu près 50 km dans les rues de Lille. Ouais, et ce sera à suivre. Et justement, on se pose une question sur Sud Radio, c'est devenu un grand classique. Qui va s'imposer aujourd'hui ? Sud Radio fait son tour de France. Dans l'oreillette. Ici Clarence, à vous, terminé. Itinéraire, je te capte plus là. Roger. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Allô. Félicitations, 9 bons pronostics sur 11 dimanche dernier. L'oreillette Sud Radio avec Pascal Chanteur, Vincent Barthaud et toute l'équipe. Vous connaissez bien le principe. Alors avant d'avoir vos choix d'oreillettes, vos indiscrétions dans les oreilles, on va d'abord poser une question simple. Pascal Chanteur et Vincent Barthaud, celui qui veut répondre répond. C'est quel genre d'arrivée aujourd'hui à Lille ? C'est quel genre de sprint auquel on peut s'attendre ? On ne parle pas de coureurs, on garde un peu le suspense, mais c'est quoi ? C'est quel genre de route ? Est-ce qu'il y a des lignes droites ? Est-ce que c'est sinueux ? Quel genre d'arrivée, messieurs ? Alors écoutez, aujourd'hui c'est relativement sinueux, même s'il y a une belle ligne droite pour terminer. Mais vous avez 3 km de l'arrivée, vous avez un droite qui va bien sûr étendre le peloton et avec une grande ligne droite pour finir. Donc voilà, c'est relativement large. C'est sinueux parce qu'aujourd'hui la règle des 3 km a été mise en place. Donc je sais pas si on bloque les temps à 3 km par rapport à l'année dernière, mais aujourd'hui voilà, les temps seront pris non pas à 3 km, à 5 km. Parce que la règle a été étendue vu la configuration en ville et avec les différents mobiliers urbains qui font que ça reste très dangereux. Donc on a porté la règle à 5 km. Ça veut donc dire que les équipes qui ne sont pas concernées par le sprint et les équipiers qui ne sont pas concernés par le sprint à 5 km, elles lèvent le pied et ça fait une route un peu moins dense et aussi probablement moins dangereuse pour les équipes qui lancent cette bataille pour le sprint. Sans donner de nom encore, Vincent Barthaud, sans donner de nom, Vincent, c'est quel type de coureur qui peut gagner cette étape ? Est-ce qu'on est sûr que c'est un sprinter aujourd'hui ? On ne donne pas de nom, Vincent. Non. Non, on va pas donner de nom, mais oui, généralement c'est quand même un sprinter. Après, vous savez, il y a plein de configurations par rapport aux équipiers, par rapport aux équipes, comment t'es emmené. Des fois, c'est pas quand même le plus rapide qui gagne, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a deux fondamentaux, c'est d'être bien emmené par son équipe, parce que, comme Pascal l'a très bien expliqué tout à l'heure, il y a quand même pas mal de vire-vire. Et puis pour finir, c'est quand même, va falloir que le coureur soit quand même assez puissant, parce que c'est une arrivée qui est pas évidente. Le punch ne va pas suffire. Je crois qu'il va falloir lancer le sprint de très loin pour pouvoir essayer de l'emporter aujourd'hui. Alors on attaque l'oreillette. Vous connaissez le principe. Dans mon oreillette, on me dit que un tel va gagner. On commence l'oreillette avec Rémi Dos Santos. Dans ton oreillette, on te dit quoi, Rémi ? Bien, dans mon oreillette, on me dit que c'est Jasper Philipsen qui va l'emporter. Ah ouais ? Oui, Jasper Philipsen qui a continué sur sa lancée depuis quelques années, qui va atteindre sa 10e victoire sur le Tour de France. Jasper Philipsen du côté de Rémi Dos Santos. Vincent Barthaud, dans ton oreillette, on te dit qui ? Alors moi, on me dit Jonathan Milan, le coureur de la Lille Trek. Pourquoi on te dit Jonathan Milan ? Est-ce qu'on t'a donné un petit argument dans ton oreillette ? Oui, parce je suis très bien renseigné sur ça. Normalement, celui qui va gagner, on m'a dit. Et en ce moment, il m'a bien épaté ces derniers temps. Pour moi, s'il a bien abordé cette dernière semaine avant de commencer le Tour de France, c'est pour moi le coureur le plus rapide
du peloton en ce moment. Le coureur le plus rapide, donc tu mets une pièce sur Jonathan Milan, impressionnant, hein, 87 kg, 1m95 sur sa machine. Ça aurait pu être un joueur de rugby, hein, Jonathan Milan. Dans ton oreillette, on te dit qui, Pascal Chanteur? Bah écoutez, moi, il est clair que des pronostics sur la première étape, c'est toujours difficile parce que c'est ce qui donne un peu le tempo. Je suis assez d'accord sur Philipsen et je mettrai moi aussi Jasper Philipsen parce qu'il a avant tout un homme en super forme qui, je pense, a réparé son affaire en la personne de Van Der Poel, qui prépare le Mont Boulonnais et autres, et je pense qu'il va se faire le poisson pilote de luxe de Jasper Philipsen. Jasper Philipsen, donc, aussi pour Pascal Chanteur, notre consultant. Quentin Fredon, dans ton oreillette, on te dit qui? Alors moi, dans mon oreillette, messieurs, on me dit Tim Merlier. Et déjà à 10 victoires cette saison. Il connaît bien l'arrivée en plus. Il connaît bien l'arrivée et c'est l'un des sprinteurs en forme avec évidemment Philipsen et Jonathan Milan. Et je pense qu'il est bien placé aujourd'hui pour faire un coup sur cette première étape. Tim Merlier pour donc Quentin Fredon. Quentin Cabanis, dans ton oreillette, on te dit qui? Bah moi je vais rejoindre Vincent Barthaud sur Jonathan Milan. Voilà, j'ai regardé un petit peu ce qu'il a fait cette saison et c'est aussi impressionnant en termes de résultats. Il y a notamment des victoires autour des Émirats Arabes Unis. Il y a la deuxième étape du Critérium de Dauphiné. Il a fini 3e de Gand-Wevelgem. Enfin voilà, donc sacrée forme pour le bonhomme et je pense qu'aussi ses aptitudes en poursuite par équipe peuvent lui permettre sur une piste un peu plus dégagée à la fin de faire la différence s'il est bien amené. Moi je prends un grand risque, hein. Je vous l'ai dit, hein, je le disais en antenne. Moi dans mon oreillette on m'a dit un nom que je vois beaucoup depuis le début de cette étape, c'est Wout van Aert. On me dit Wout van Aert parce que ça fait longtemps. Parce que là c'est une bonne petite occasion. Je pense qu'il va flairer la potentielle cacophonie dans les rues de Lille. Il va suivre un train. Après, et puis il va y seul, aller. A priori, je pense qu'il va suivre un train et y aller. J'ai mis une pièce sur Wout van Aert. La façon dont la Visma Leasebike roule depuis le début me laisse penser que ils veulent absolument le maintenir bien placé. J'ai l'impression qu'on court plus aujourd'hui pour Wout van Aert que pour Jonas Vingegaard. Le Wout van Aert qui a perdu contre Nelson Paoles au sprint il y a quelques semaines donc. Certes, mais j'adore Nelson Paoles. C'est un coureur différent aujourd'hui. Non, il est en forme. C'est pas la même chose. C'est pas le même Wout van Aert. Évidemment, c'était il y a plusieurs mois. C'est vrai. Il y a beaucoup de scepticisme sur mon oreillette. Vincent Barthaud, est-ce que j'ai craqué avec mon oreillette ou pas là en disant Wout van Aert? Non. C'est une bonne chose aussi, mais vous savez, ce matin avec Pascal, comme quoi il était important quand même d'être présent ce premier jour sur le Tour de France. On est allé voir beaucoup d'équipes et aussi des équipes de sprinters. Et ben, on peut vous garantir que ça soit le directeur sportif de Visma ou de Jonathan Milan ou de aussi l'équipe de Philipsen, ils étaient vraiment tous très confiants pour gagner aujourd'hui. Ça a été incroyable. On s'est refait la réflexion avant avec Pascal. On s'est dit, t'as vu ce qu'il a dit? Il a dit la même chose que lui. Non, nous, on va gagner aujourd'hui. On a l'équipe pour gagner aujourd'hui. Vraiment, ils se sentent tous en confiance. Donc, il était important de parler avec eux ce matin. Heureusement au premier jour. Ouais. Quel pourcentage d'intox là-dedans? Pascal, lui, il a été plus sur l'intox du côté de Jonathan Milan, de son directeur sportif. Mais il a vraiment été sûr du discours du directeur sportif de Philipsen. Vraiment, c'est celui-là qui Frédéric Willems avec qui vous étiez ou c'était Gianni Mersman? C'était Gianni, vraiment, il était vraiment très confiant et Pascal a été vraiment content et sûr de son discours et c'est pour ça qu'il met une grande pièce aujourd'hui dessus. Mais comme quoi, vraiment, c'était important de tous les voir parce qu'on a vraiment été surpris de tous leurs discours.
Ouais, effectivement, avec donc cette oreillette, hein, on rappelle les choix d'oreillette de l'équipe Sud Radio. Vincent Barthaud pour donc qui a visé Jonathan Milan. Il y a Jasper Philipsen pour Rémi Dos Santos et pour Pascal Chanteur. Et il y a Tim Merlier pour Quentin Fredon, pour Quentin Cabanis. C'est Jonathan Milan aussi. C'est Jonathan Milan aussi. Et moi j'ai fait le choix de Wout van Aert. Et donc personne sur Guilhermet. Personne sur personne sur Paul Penouet. Ou Lewis Aski ou Arnaud Delis. Mais voilà, on sent que je suis pas sûr que ce soit une arrivée pour Guilhermet. Mais après on verra. On va pas parler d'Arnaud Démare. On n'a pas parlé d'Arnaud Démare et de Brian Cocard, qui a eu tout à l'heure en ennui mécanique d'ailleurs, Brian Cocard. Dans un instant sur Sud Radio, on va parler de cette 112e étape. On va faire un petit détail des étapes des parcours et puis on va se poser une question. Quelle est l'étape reine de ce Tour 2025 ? Ce sera une question qu'on va se poser sur Sud Radio. Moi j'ai fait mon choix, mais j'ai hâte d'entendre le vôtre. Faites ce petit jeu chez vous et venez participer au 0826 300 300. Vous êtes sur Sud Radio, vous vivez le Tour de France à 45 km de l'arrivée. Vous êtes sur Sud Radio, on suit le Tour de France et un deuxième abandon à 42 km de l'arrivée à Lille. Rémi Dos Santos, c'est un autre spécialiste du contre-la-montre qui abandonne. Il va plus rester grand monde à Caen dans quelques jours pour le chrono. Stéphane Bisseger, le Suisse de Decathlon AG2R qui a abandonné. Alors lui aussi, c'est certainement les traces, les séquelles d'une chute. On n'en sait pas beaucoup plus, mais voilà, ça fait déjà 2 abandons et donc 2 spécialistes du chrono, comme tu l'as dit. Ouais, après donc Filippo Ganna qui tout à l'heure a dû abandonner, touché semble-t-il au dos pour Filippo Ganna lui aussi qui a chuté tout à l'heure. On va revenir sur cette 112e édition du Tour de France avec Vincent Barthaud et Pascal Chanteur en direct de la route du Tour. Ils sont présents autour de Lille aujourd'hui. Et Rémi Dos Santos, on va récapituler cette 112e édition avec les étapes, le détail des étapes et le nombre d'étapes de montagne vallonnées. Quelle physionomie pour cette année? Alors au total évidemment 21 étapes, vous le savez, 7 étapes de haute montagne dont une qui est chronométrée. Ce sera Loudanvielle-Péragude lors de la 13e étape, ce sera le 18 juillet prochain. 6 étapes de moyenne montagne, 6 étapes pour sprinter et on peut rajouter en fait une 7e étape vallonnée puisque l'étape à Paris avec la montée de la butte Montmartre évidemment ne sera pas, en tout cas sur le papier et si elle est jouée à 100%, ne sera pas pour les spécialistes des arrivées en massive. Alors on va aller de Lille jusqu'à Paris en passant par la Normandie, ça va être magnifique d'ailleurs la Normandie, la Bretagne, le Puy-de-Dôme, on ira dans les Pyrénées, on ira ensuite en Occitanie, puis vers Carcassonne, puis vers les Alpes, le Mont Ventoux, puis les Alpes et pour terminer dans le Jura jusqu'à Paris. Un véritable Tour de France avec beaucoup de transferts d'ailleurs cette année. Oui. Les coureurs s'en inquiètent un petit peu. Quel mot, un seul mot, tiens, Vincent Barthaud, pour qualifier cette édition 2025. Qu'est-ce que tu mets en lumière? Attendez 2 petites secondes, juste un peu avant pour être totalement dans le direct. Oui. Faites bien attention à un peu plus de 15 km de l'arrivée. Oui. Très vent de côté. Oula. On a vu beaucoup d'équipes arrêtées sur le bord de la route avec les maîtreurs du vent, voilà. Ouf. Et à partir de là, je pense qu'il risque d'y avoir un vent de côté très fort avec des risques de bordure avant de rentrer dans les villes. Et vous êtes à 15 km c'est quoi, de l'arrivée. C'est quoi? C'est entre Péranchy et l'Homme ou c'est encore avant, Pascal? Je vais pas vous... Je reprends. Parce que ça c'est un point important effectivement. À Vincent et puis on vous dit tout de suite. Ok Vincent, pour qualifier cette 112e édition, on parlera d'étapes importantes, des étapes reines dans un instant, mais quand tu as découvert ce parcours, qu'est-ce que tu t'es dit, Vincent? Vous savez, c'est un tour qui... tous les Tours de France sont difficiles. La seule différence qu'il y a par rapport aux années précédentes, c'est que... On parle à Pascal et à moi, c'est qu'en fait les grands leaders de notre temps, nous, ils avaient quand même une petite semaine pour mettre en jambe, pour se mettre en route. Aujourd'hui, maintenant, il faut être prêt tout de suite dès le premier jour du Tour de France. La preuve, l'étape de Lille, elle est vraiment très difficile, non pas par son parcours, mais parce qu'il y a beaucoup de vent, il y a d'énormes virages, il y a beaucoup de relances et ça va marquer l'esprit des coureurs et puis on va vite arriver, vous savez,
à l'étape de demain aussi dans le Boulonnais qui ne va pas être facile. On va vite arriver aussi à Rouen où les arrivées sont très difficiles. On va arriver à Caen avec un premier grand rendez-vous important qui est le contre-la-montre. Et puis cette étape que je connais bien, la Suisse normande, la Suisse normande où il y a plus de 3500 mètres de dénivelé. Alors vous savez maintenant en fait tous les Tours de France sont difficiles, mais le seul petit problème entre guillemets pour les leaders, c'est qu'il faut arriver dès le premier jour à être prêt. Il n'y a plus de petites semaines de rodage. Ouais, et ça c'est un point important. Alors on va faire un tour de table sur Sud Radio. Quelle est selon vous l'étape reine, votre étape reine, on n'est pas là, on est là pour chacun avoir son avis. Votre étape reine de ce Tour de France 2025, celle qui selon vous va faire tout basculer. Vincent Barthaud, ton étape reine, quelle est-elle? Alors moi, l'étape reine pour moi, et c'est tout à fait normal, vous allez le comprendre, c'est celle de Caen, forcément. Ah bah oui. Pourquoi? Parce que tu connais bien ce tracé autour de Caen, ça il n'y a pas de doute. Exactement. Et je vais aussi le faire mercredi avec Mécénat Chirurgie Cardiaque, puisqu'on m'a demandé d'être présent, donc je vais faire les 33 km. Alors écoutez, pour moi l'étape reine, j'ai du mal un petit peu il y a celle de Luchon, Super Bannière au départ de Pau, qui est vraiment difficile, mais aussi il y a aussi celle à l'arrivée à la Plagne. Elles se ressemblent toutes un peu, mais bon, je vais rester sur Luchon Super Bannière. Allez. Luchon Super Bannière pour Vincent Barthaud. Rémi Dos Santos, ton étape reine de ce Tour de France 2025. C'est pas très original, mais je suis d'accord avec Vincent Barthaud. Pour moi, c'est Pau, Luchon, Super Bannière. Parce que déjà, c'est un grand classique. Déjà, on est sur un classique. Le départ de Pau, de toute façon, c'est obligatoire. Je crois que c'est l'étape de 86, si je me trompe pas. Est-ce que c'est pas l'étape de 86? Il faudrait qu'on vérifie, mais on a un enchaînement déjà. Tourmalet, Aspin, Perresourde, Luchon Super Bannière qui est fantastique. On connaît. Évidemment. Et en plus, surtout, j'ai envie de le coupler à l'étape de la veille avec ce chrono qui termine à Peyragudes, qui est très court, qui fait à peine moins de 11 km, mais donc la montée vers l'altiport, quasiment l'altiport. C'est la même que l'édition 86, effectivement. Okay. Donc c'est la même étape de 86 et bon voilà, Super Bannière c'est ultra exigeant, 12 km à 7,3%, c'est terrible, et en plus c'est de plus en plus difficile, si je me trompe pas. Le Super Bannière, le choix Super Bannière, je crois que c'est crescendo, la difficulté, il me semble, Rémi. Oui, c'est de plus en plus dur. Ouais, c'est de plus en plus dur. Ce sera une étape très très importante. Quentin Cabanis, son étape reine de ce Tour de France 2025. Moi je vais changer, je vais prendre une étape plutôt en fin de tour, celle du 24 juillet. Ce sera l'étape 18 entre Vif et Courchevel, le col de la Lauze. C'est une étape qui va être quand même assez longue, plus de 165 km avec des grosses côtes et une arrivée à 20 avec une côte de 26,4 km à plus de 7%, quasiment à plus de 6%. Donc voilà, un col hors catégorie pour finir. Je pense que ça va pouvoir faire des dégâts et il restera ensuite quelques jours de course, mais je pense que ça peut sceller le tour sur cette étape. Pascal Chanteur, quelle est ton étape reine de ce Tour de France 2025? Eh bien pour moi ça sera pareil, ça sera la 18e étape, Vif-Courchevel, avec ce col de la Lauze qui avait fait énormément de dégâts, qui avait acculé Pogačar quand Vingegaard l'avait attaqué et qui avait fait littéralement exploser Pogačar. Donc je pense que lui-même doit l'avoir encore en tête. Donc moi je dirais cette étape 18. L'étape 18, donc avec une vengeance de Pogačar. Avec peut-être une vengeance de Pogačar, effectivement, c'est vrai qu'il est particulièrement, ça l'a marqué, cette terrible défaillance qu'il avait eue sur le col de la Lauze. Quentin Fredon, ton étape reine? Eh bien, j'aurais bien dit également l'étape 18, mais on va changer, on va parler d'une autre étape, celle du 17 juillet, l'étape 12 qui arrive à Hautacam. Et on parlait de revanche pour l'étape juste avant, également en 2022, quand Wout van Aert et Vingegaard font exploser Pogačar à Hautacam. Je pense que là, on va avoir un enchaînement Soulor, Border et Hautacam. Ça va être assez impressionnant et ça va être l'occasion pour Pogačar de se venger à nouveau de la Visma. Je pense qu'il va vouloir attaquer et que ça va être très dur vers Hautacam. Moi j'ai un choix différent. Voilà, j'ai encore décidément aujourd'hui j'ai des choix particuliers. Formule des Champs-Élysées. C'est pas encore, tu vois, c'est pas mon étape reine. L'arrivée à Châteauroux. Non, moi c'est Enza le Mont d'Or Puy-de-Sancy. C'est l'étape 10 de ce Tour de France parce que déjà c'est un 14 juillet. Il y a exactement 8 ascensions. 4400 mètres de dénivelé positif, pas un seul mètre de plat.
Et je pense, et je l'espère même en fait, pour Jonas Vingegaard, j'estime que c'est un cas de figure où on peut faire énormément de mal à Tadej Pogačar sur cette étape, avec le nombre de difficultés. Il y a un moyen de balancer un chantier dans tous les sens, avec pourquoi pas un Simon Yates qui est présent dans une échappée, qui pourrait prendre, je sais pas, 1 minute 30 d'avance, 1 minute 30 d'avance parce qu'il est présent dans cette échappée et que le peloton ne roulera pas derrière. Et bien derrière, ce Simon Yates, il va peut-être pas perdre 1 minute 30 à Hautacam. Et il peut commencer à faire douter, peut-être, en tout cas permettre à la Visma de lancer des grandes opérations. Mais pour moi, c'est le point de départ d'une potentielle alliance ou d'une potentielle bataille anti-Pogačar sur cette arrivée au Mont d'Or puis de Sancy. Voilà, je l'espère pour en tout cas les opposants à Tadej Pogačar, à qui on promet une victoire facile dans ce Tour de France. Est-ce que c'est une étape qui vous intéresse, vous, Vincent Barthaud, Pascal Chanteur, cette 10e étape dans le Puy-de-Dôme? Oui, non, mais elle est vraiment belle, elle est difficile. Et, vous l'avez dit, il n'y a pas à mettre de plat, mais voilà. Mais de toute façon, toutes les étapes sont belles, elles sont toutes piégeuses. Il y a, en ce qui concerne les leaders, on peut pas se permettre d'avoir un jour sans. Voilà, donc il faut vraiment toujours être présent. Mais c'est vrai que celle-là, elle est aussi jolie que les autres. Après, il y en a qui préfèrent des cols un peu plus longs là. Mais non, mais on va avoir une belle bataille. De toute façon, ça va être un tour magnifique, parce que cette semaine-là, elle reste vraiment très difficile. Une première semaine extrêmement difficile qu'on détaillera demain sur Sud Radio. Dans un instant, on revient sur le direct avec, comme nous le disait Pascal Chanteur et Vincent Barthaud, une zone peut-être exposée au vent qui arrive dans quelques instants. D'ailleurs, on a vu les directeurs sportifs de l'AEF qui commencent à un peu mobiliser les coureurs. C'est en train de j'ai l'impression que c'est en train de gagner en tension, Rémi Dos Santos, alors qu'actuellement la tête de la course est le peloton. Ouais, et on a toujours ce peloton qui mène la route. Alors il n'y a pas vraiment d'équipe qui mène, c'est plusieurs équipes qui sont à l'avant. C'est pas en file indienne non plus, mais ça roule quand même à 50 km/h à peu près actuellement. Mais on sent qu'il y a de la tension dans ce peloton. On se rapproche de l'arrivée. 32 km. À tout de suite sur Sud Radio pour vivre le Tour de France sur notre antenne. Sud Radio avec le Tour de France et cette 112e édition. On est à quelques kilomètres maintenant de l'arrivée du côté de Lille. 27 exactement, Rémi Dos Santos. Vous êtes sur Sud Radio. Et Rémi, eh bien, pour l'instant, on est toujours sur une physionomie, on va dire, un peu équivalente. Un peloton qui s'étire entre chaque ville, mais pas de tête de course réellement. Non, c'est le peloton qui mène toute cette course, avec des Visma, avec des Movistar, avec les Alpecin de Kenny qui commencent à se montrer. Évidemment, l'équipe de Jasper Philipsen qui commence à montrer le bout de son nez, parce qu'il reste moins de 30 km. Et donc, petit à petit, eh bien, évidemment, les équipes de sprinters vont commencer à mettre en route. Alors, on dit ça alors que ça roule à 46 km/h de moyenne, donc ça roule déjà pas mal. Ça roule déjà très très fort, effectivement. Pascal Chanteur, Vincent Barthaud, nos consultants, deux anciens coureurs du Tour de France, maillot jaune notamment en 84 pour Vincent Barthaud. Et Pascal, on arrive dans une zone. Pascal, on vient de passer Armentières. Dans cette zone-là, à partir de maintenant, il peut y avoir des vents de côté, des coups de vent qui peuvent créer des coups de bordure. Et ça peut être assez intéressant à suivre, Pascal Chanteur. Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, à partir de Freilingen, à 17 km de l'arrivée, il va y avoir des zones très dégagées, parce que là encore, on est en ville. Oui. Donc les coureurs sont assez à abrités du vent, mais dès qu'ils vont sortir des agglomérations, et bien à partir de là, il y a une zone bien dégagée, et ça pourrait être propice à des bordures. Et d'ailleurs, on voit bien, le peloton est en train d'accélérer. Les coureurs essayent de placer au mieux leur leader, les sprinters bien sûr, mais ça pourrait être une petite bagarre à une quinzaine de kilomètres. Comment on crée une bordure dans un peloton, Pascal Chanteur? Quel est le mode d'emploi? Eh bien écoutez, quand vous avez une voire deux équipes qui commencent à se relayer en commun et à accélérer assez violemment, à partir de là, les coureurs qui sont en tête de peloton se relaient. Alors il faut un vent relativement de côté. C'est un petit peu comme les vols d'oiseaux migrateurs.
Et à partir de là, on appelle ça un éventail. Il y a le premier coureur qui prend beaucoup de vent. Et puis les autres sont à l'abri. Et le premier s'écarte pour lui donner la place au deuxième. Et vice-versa. Et ça tourne. Et ça tourne. Et ça roule de plus en plus vite. Et à partir de là, les coureurs qui sont en 7-8e position, suivant la largeur de la route, se retrouvent dans un terme cycliste dans la ficelle. Et à partir de là, eh bien, ce coureur-là, lui, est totalement au vent. Et à partir de là, eh bien, c'est à savoir combien de temps il va être capable de persister avec la difficulté du vent. Et là, en général, on explose au bout de quelques secondes, de quelques minutes pour certains. Vincent Barthaud, est-ce qu'une bordure est nécessairement une alliance parfois un peu tacite entre deux équipes ? Est-ce qu'il y a des accords qui sont passés ? Non. Vous savez, des fois, maintenant, on est au courant quand il va y avoir une bordure, le directeur sportif ferait bien l'équipe comme il faut. Non, mais une fois que vous êtes dans la bordure, c'est l'équipe la mieux placée, en fait, qui prend déjà un avantage. Et puis après, il faut être très fort pour pouvoir faire tourner ses équipiers, pour pouvoir mettre tout le monde dans le vent derrière. Ouais. Mais il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas d'alliance parce que, avec le vent qu'il y a, on n'a pas le temps en fait. C'est tout de suite, faut se positionner, rester au mieux devant et faire exploser tout le monde. Ouais, on sent en tout cas que c'est très tendu sur le bord de la route. Et là, on est franchement sur un statu quo. Rémi Dos Santos, personne ne tente de faire vaciller ce peloton. En tout cas, personne. Tout le monde sait que c'est pas possible actuellement. Non, on roule à près de 50 km/h de moyenne. Donc il faudrait faire voire même plus. Il faudrait faire un immense effort pour sortir de ce peloton. Et comme je le disais, il n'y a pas vraiment d'équipe qui mène, donc il n'y a pas vraiment de coureurs qui se fatiguent. Donc en plus, sachant que les équipes de sprinteurs n'ont pas encore mis en branle, ce serait impossible de tenir. Et du coup, eh bien, ça fait près de 60 km à peu près que eh bien, on est comme ça avec un peloton qui mène la danse et des coureurs à l'arrière qui sautent les uns après les autres. Parce que certains sont cramés, parce que d'autres ont des problèmes mécaniques ou des chutes évidemment. Ça s'enchaîne depuis tout à l'heure. Crevaison en boucle. Là, c'est un coureur de la Groupama c'est Lewis Aski qui vient de crever d'Ossard 92. Ça, c'est le derrière qui est cassé, je crois. Carrément. J'ai vu le dérailleur tendre. On a vu tout à l'heure aussi un autre coureur qui avait le dérailleur qui avait complètement cassé tout à l'heure. Un dérailleur qui avait sauté et on est sorti d'Armentières et on voit le vent qui souffle sur le drapeau français sur la droite de la route. Alors il est un peu dans le dos, mais si prochain virage à droite, il peut être très dangereux ce vent. Rémi Dos Santos. Là, on voit que les équipes sont en train de se mettre en place à l'avant du peloton pour justement essayer de prendre le minimum de vent. Justement, on voit la Lidl Trek, le champion des États-Unis, Quinn Simmons, qui est remonté à l'avant du peloton. On a eu peur pour lui. Il est allé voir tout à l'heure sa voiture. On savait pas trop ce qu'il avait. Et Lenny Martinez a de nouveau été lâché. Il avait récupéré le peloton et là il a ressauté. Lenny Martinez, il a 700-800 mètres de retard sur le peloton qui va à une vitesse dingue. Et on nous confirme donc le problème mécanique pour Lewis Aski. C'est un problème mécanique, tout comme Mathias Kelmose il y a quelques instants. Mais lui il a pu revenir très rapidement dans ce peloton. Voilà, ça y est, ce virage a été fait. Pascal Chanteur, on vient de passer autour de ce rond-point et le vent est désormais un peu plus de côté. Et là on est en file indienne. Attention quand même, Pascal Chanteur, il est en train de se passer peut-être quelque chose. Oui. Écoutez, je crois qu'on avait déjà prévu un petit peu ce scénario. On voit bien les Visma qui commencent déjà à mettre en route. La route va devenir un petit peu moins large et à partir de là, eh bien, ça peut casser le peloton. Voilà. Alors, est-ce que c'est pas le moment d'avoir un souci mécanique, effectivement. Quand tu es sur le bord de la route, là, tu les revois plus. Ah non, là c'est très très compliqué. On voit. Alors là, on n'est pas encore sur une vitesse maximale, mais on a 60 quand même. Mais la tension là pour le coup, la tension elle est là. Rémi Dos Santos, énormément de tension. On voit que ça bouge énormément dans cette file indienne. On essaye d'aller chercher ses places, on essaye de se replacer constamment, Rémi. Ouais, là ça va être un duel. On a l'impression qu'on se positionne pour le sprint, sauf que d'habitude ça arrive à 10.
10-15 km de l'arrivée et surtout à partir de 5. Là on est à 21 km de l'arrivée, on est à 60 km/h. Les Visma se sont fait un petit peu avaler par les Alpecin notamment, et on a vu les Movistar remonter, et puis surtout Tadej Pogačar avec son maillot de champion du monde qui est présent, et il a bien fait, il est tout à l'avant et il est tout seul par contre, surtout, alors que Jonas Vingegaard avait 2 coéquipiers. La façon dont il se place devant, c'est qu'il sent qu'il y a un potentiel danger qui est en train de poindre le bout de son nez, c'est ça? Ah oui, si on dit toujours, si on est derrière, on a toujours des problèmes, parce que on peut tomber à cause d'un adversaire qui justement a chuté devant, on peut faire un petit écart aussi, et puis le mec devant peut lâcher aussi, peut être lâché, donc ça crée un écart et un trou. Donc il faut toujours courir à l'avant, en tout cas quand on est leader. Vincent Barthaud, le positionnement, son positionnement dans un peloton, quand il y a des signes de tension, est-ce que c'est la chose la plus importante pour un coureur professionnel? Alors, on n'a pas tout à fait entendu, excuse-moi. Le travail de positionnement dans un peloton quand il y a de la tension et une potentielle bordure, est-ce que c'est la chose la plus importante pour un coureur pro? Ah bah bien sûr, oui, il faut savoir se placer au bon moment, avoir la force de pouvoir se placer aussi, parce que c'est pas forcément évident. Et vous savez, il y en a dans le peloton, les bordures, ils aiment pas ça, ils n'ont pas envie de parler. C'est quand même un exercice qui est très stressant. C'est vraiment la roue arrière qui touche la roue avant, ou la roue avant qui est tout près de la roue arrière. Donc un moindre épaule contre épaule, un moindre écart c'est la chute, ou un moindre écart c'est distancé. Avec la force du vent, vous voyez des fois quand il y a des tempêtes, comment c'est difficile de résister. Donc là, un moindre mal dans le vélo, mais c'est incroyable. Et beaucoup de coureurs n'aiment pas du tout les bordures. Ouais, et là il y a des énormes ronds-points qui scindent le peloton en deux. Vous êtes sur Sud Radio, vous vivez ce Tour de France, 19,3 km de l'arrivée. Rémi Dos Santos, on a un groupe qui vient d'être lâché parce que ça va très vite et ça devient très difficile de tenir à l'arrière de ce peloton. Oui, on a des coureurs comme Matteo Verchet qui est tombé tout à l'heure, on rappelle, le coureur de la Total Energy qui n'ont certainement plus de gaz. Simon Yates aussi qui avait fait un premier effort tout à l'heure pour revenir. Petite surprise, on va voir, peut-être qu'il a aussi chuté ou quelque chose. Eduardo Affini, autre coéquipier de Jonas Vingegaard et spécialiste du chrono, a été lâché. On a aussi le français Axel Laurence, Thibaut Neis pour la Lidl Trek. Voilà, il y a quelques coureurs qui sont en train de lâcher. Évidemment, c'est pas ceux qu'on attendait ni pour le général ni pour la victoire d'étape aujourd'hui. Donc c'est assez logique. Petite surprise avec Simon Yates, mais en même temps, sur le papier, c'est un lieutenant seulement pour Vingegaard. Mais bon, il n'était pas censé être leader sur le Giro, il est allé le gagner. En tout cas, on a eu un bon indicateur. Personne n'est venu le récupérer, personne n'est venu l'attendre. Il roule devant. On le laisse tout seul, Simon Yates, et c'est lui qui mène donc 70 km/h le peloton. Ouais, c'est impressionnant là ce qui est en train de se passer. Dans un instant sur Sud Radio, vous n'allez rien manquer de cette arrivée du côté de Lille avec un peloton sous grande tension, 18,3 km de l'arrivée, et le peloton qui fonce vers la capitale de Hauts-de-France. Vous êtes sur Sud Radio, et tout à l'heure Pascal Chanteur nous a dit attention autour du 15e kilomètre, et il avait raison, Pascal Chanteur, il avait raison, parce que il y a bien eu cette bordure avec un Remco Evenepoel qui a priori n'est pas dans le bon groupe. Pascal Chanteur, tu l'avais annoncé, ça s'est passé, accélération de la part du peloton, et le peloton est scindé en plusieurs morceaux désormais. Mais oui, on l'avait dit, mais il fallait pas être très devin pour voir, avec la force du vent qu'il pouvait y avoir, que les conditions étaient toutes réunies pour qu'il y ait une physionomie de course telle que celle que l'on peut voir à l'instant. On voit Vingegaard, Pogačar qui œuvrent. Tim Merlier et Jonathan Milan ne sont pas dans le premier groupe. Exactement. Donc il y a Guimay, Remco, qui est là. Remco a sauté, Carlos Rodriguez a sauté aussi. Voilà, donc ça peut faire très mal. Mais encore, pour l'instant, rien n'est joué. On est encore étape de fou. À un peu plus de 10 km de l'arrivée. Je vois pas le casque de Van Aert non plus. Je n'ai pas vu. J'ai vu Van Aert. T'as vu Van Aert? J'ai vu Van Aert. Ok. En tout cas, ça y est. Un vrai final de classique. Un vrai final de classique. Incroyable, Vincent. Vous pouvez remarquer, il y a vraiment tous les sprinters qui sont devant, à part Milan. Vous dites que moi je l'ai vu tout à l'heure, mais il doit être derrière maintenant. Mais effectivement, c'est un groupe qui est prêt à se disputer la victoire. Et il peut y avoir un gros débours quand même, un débours en tout cas conséquent. Ils ont déjà pris 20 secondes. Ça y est, on a quand même les premiers noms qui apparaissent dans le premier groupe. Rémi Dos Santos, quels sont les premiers noms que l'on a?
Alors Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, on va anéantir déjà le suspense, ils sont bien à l'avant. Pogačar n'a que Tim Wellens avec lui, le champion de Belgique, et du côté de Vingegaard il y a Benoît et Jorgensen qui sont annoncés pour l'instant, mais c'est en train de se mettre à jour. On a également Binyam Girmay qui est là, on a Jasper Stuyven, le coureur de la Lidl Trek, vainqueur de Milan-San Remo, attention à lui. On a des Français, Cyril Barth et Paul Penhoet de la groupe FDJ. Paul Penhoet c'est un très bon sprinter, attention, avec des joueurs des coureurs qui ont sauté. Il y a Van Der Poel, évidemment Van Der Poel et Philipsen aussi, l'Alpecin est en nombre dans ce groupe. Qui est là pour aider il y a l'Alpecin, il y a Caden Groves, il y a Van Der Poel et Philipsen. Donc en gros il y a les trois meilleurs sprinters. Il a son train, Jasper Philipsen a son train, et il n'y a pas donc Remco Evenepoel qui a été gêné à un moment où ça commençait à casser. Il a failli faire ravin. Il a failli tomber dans le fossé, et il me semble que c'est à cause d'un petit écart d'Arnaud Delis, le sprinter de la Lotto. En tout cas c'est en train d'exploser dans tous les sens. Pascal Chanteur, est-ce que là on peut réussir à revenir dans un est-ce qu'on peut combler ces 20 secondes là qui sont déjà annoncées, Pascal Chanteur? 25 secondes désormais. Ça dépend, encore une fois, ça va dépendre de la tête de course, de la manière dont ils vont être capables de s'entendre les uns avec les autres. Mais quand vous avez De Koninck, quand vous avez Visma, quand vous avez quand même des champions comme Pogačar qui prennent les relais, là je vois Binyam qui est aussi bien placé. Il y a peu de chance, mais il reste encore 10 km. Et maintenant c'est abrité. Vous êtes dans l'agglomération de Lille. Donc ils peuvent encore rétablir la situation, mais ça veut dire qu'il faut réagir immédiatement et et avoir des forces vives en tête du deuxième groupe. Alors ça veut dire qu'ils sont 1000. Je vous donne un cas pratique là. Remco Evenepoel, s'il a des coéquipiers qui sont dans le premier groupe, est-ce qu'on les détache tout de suite pour le ramener? Bien sûr, immédiatement. Obligé. Immédiatement. Donc là, on va essayer de voir ce qui se passe dans son équipe, dans l'équipe de Remco Evenepoel, parce qu'il va y avoir forcément des énormes consignes qui sont en train d'être passées à la Soudal Quick Step avec Tom Stills et David Ebramati. Mais est-ce qu'il y a vraiment des coureurs de la Soudal dans le premier groupe? J'en vois même pas moi dans le premier. Là, il n'y a même pas de consigne. Là, il n'y a pas de consigne. Les coureurs, ils savent très bien que Remco, s'il a eu un ennui mécanique, ça se fait immédiatement. Il n'y a pas besoin d'oreillettes ni quoi que ce soit. L'équipier qui est en tête de course et qui voit que son leader n'est plus là se relève immédiatement. Et quand même la Soudal qui a priori n'a pas un seul coureur dans le premier groupe. La Soudal, mais on n'en a pas parlé, la Red Bull Bora Hansgrohe, on ne voit pas Primoz Roglic dans ce groupe. On voit pas Primoz Roglic non plus. Il n'y a pas Lipovic non plus. Il y a un Lidl ou pas? Non, mais là, il y a eu des gros problèmes de placement pour certaines équipes, et la Soudal qui est quand même un peu spécialiste de ce genre de choses. Exactement. C'est une grosse erreur stratégique qui vient de se passer, Vincent Barthaud là. C'est pas trop du genre de la maison. Non, mais vous savez, des fois, pour un rien, tu perds 5 mètres et le coureur qui est devant toi, et hop, tu sautes d'une autre de la bordure, et là, vite fait, 20 secondes, tu les perds énormément. Mais c'est vrai que devant, il y a pratiquement tous les favoris. On le voit, ce premier groupe de Van Der Poel, Pogačar a pratiquement maintenant 30 secondes sur le groupe d'Evenepoel. Il faut absolument, on va vous rappeler quand même qu'Evenepoel a fait 3e du Tour l'an dernier. Donc, soit il va trouver des alliés de circonstance, soit il a des leaders avec lui pour essayer de boucher au plus rapide ces 30 secondes. Parce que là, on rentre dans les 10 derniers kilomètres et il peut perdre pratiquement plus d'1 minute 30, 2 minutes à l'arrivée. Je pense qu'ils auront du mal, comme me dit Pascal, de faire la jonction. On fait une pause maintenant pour suivre pour les 20 prochaines minutes. Aucune interruption sur Sud Radio, et l'arrivée sans aucune interruption. On se retrouve dans un instant. Vous avez compris, on rentre dans l'agglomération lilloise. 9,6 km de l'arrivée, et un premier groupe qui a 30 secondes d'avance sur le second, sur le peloton, et le groupe Alaphilippe loin derrière à 2 minutes. Sur Sud Radio, on a 5 km de l'arrivée du côté de Lille, et c'est parti totalement en sucette sur une bordure, Emilio Santos, avec plusieurs groupes. Qu'est-ce qu'il faut savoir à 5 km de l'arrivée? Il faut savoir qu'il y a pas mal de lâchés. Il y a un gros groupe qui est en tête, un groupe qui a été créé par une cassure, les bordures qui ont fait mal au peloton. Et dans ce premier groupe, on a Tadej Pogačar, on a Jonas Vingegaard, on a Jasper Philipsen, Tim Merlier, Binyam Girmay qui vont jouer cette victoire. On a aussi Paul Penhoet, évidemment, côté français. On a des coureurs pour le général, Ben O'Connor, Henrik Mas, le français Kevin Vauquelin. Voilà, il y a pas mal de monde. Jasper Stuyven peut aussi gagner aujourd'hui.
il y a pas mal de présents, mais il y a aussi pas mal d'absents. À commencer évidemment par le 3e du Tour 2024, Remco Evenepoel. On a Jonathan Milan qui est absent. Primoz Roglic commence à être sérieux, 40 secondes. Exactement. Primoz Roglic n'est pas là. Florian Lipovic, son coéquipier de la Red Bull Bora, n'est pas là non plus. Donc voilà, ça a foutu le bazar. On peut le dire, il y a une trentaine, quarantaine de coureurs devant, dont les deux favoris, Pogacar et Vingegaard. Et Pascal Chanteur, Vincent Barthaud, c'est de la folie sur la route, mais aussi au bord de la route. Ambiance énorme à Lille. Écoutez, on est à 3 km de l'arrivée. Le groupe de tête va pas tarder. Et comme on l'avait prédit, vous voyez l'équipe de Koenig qui fait un gros travail. On voit plus trop Van Der Poel, mais Van Der Poel caresse les pédales et je pense que Philipsen va faire un magnifique sprint avec bien sûr Radio Tour nous annonce quelque chose. Quentin Fredon annonce de Radio Tour à l'instant. Chute de Ben O'Connor qui quittera le premier groupe. C'est une grosse nouvelle parce qu'il fait partie des favoris de ce tour peut-être. Il a failli emmener des gens dans sa chute en plus. Ils sont plusieurs. Ben O'Connor avec un EF. Philipsen est lâché, mais il est encore debout, non? Philipsen, il a fait un écart. Philipsen est revenu. C'est Philipsen, c'est la roue de Philipsen qui est tapée. Oh, mais comment il a fait pour pas tomber? Philipsen, il a fait une roue arrière là pour pas tomber. Incroyable. Il était que sur la roue avant, je sais pas comment il est pas tombé. Et Ben O'Connor, attention à l'épaule quand même, parce qu'il est tombé direct sur l'épaule. Et Marie Van Der Berg aussi, qui est tombé de l'équipe EF. Et Philipsen, il va pas faire ce sprint, je vois pas comment. S'il revient, il va se cramer. On est à 3 km 5 de l'arrivée. C'est Pogacar qui roule. Mais c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer là. Pogacar et Vingegaard de première place. On a une première étape de fou, Vincent Barthaud. Remco dès le début. Remco Evenepoel a pointé à 38 secondes. Vincent Barthaud, Pascal Chanteur, ce qui est en train de se passer quand même assez dingue. Oui, c'est incroyable, c'est vraiment... Il y avait très longtemps qu'on n'avait pas vu un final comme ça sur une première étape du Tour. Mais encore une fois, il fallait se douter avec le vent de côté. Et c'est vrai que dedans, il manque Evenepoel. On a vu le deuxième groupe passer. Il avait l'air quand même un peu stressé. Et Philipsen aussi, qui était dans les dernières positions. C'est incroyable. Alors maintenant, ça va soit aller au bout, je pense, pour les hommes de tête. Mais on risque de se regarder un petit peu pour la victoire finale. Et Rémi Dos Santos, 3 km de l'arrivée désormais. Tim Wellens emmène ce groupe. Il y a 38 coureurs désormais officiellement dans ce groupe de tête. 40 secondes d'avance sur le peloton qu'on va appeler peloton Remco Evenepoel, le peloton débattu. Et c'est terminé manifestement pour Van den Berg qui finalement ne se relèvera pas, ou plutôt qui s'est relevé mais qui monte dans la voiture médicale. Donc on a un abandon supplémentaire dans cette première étape. Et Matteo Vercher qui sera élu le plus combatif du jour. Ça est annoncé il y a quelques instants par la team Total Énergie qui nous communique cela 2,5 km de l'arrivée. C'est la UAE qui roule désormais. On essaye tout simplement de faire accroître cet écart au score, cet écart au temps. 36 secondes d'avance de cette tête de course avec deux favoris, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Remco Evenepoel est dans le deuxième groupe, et puis il y a plein de petits groupes ensuite, et notamment un de Julien Alaphilippe à plus de 3 minutes désormais au moment d'être dans le centre-ville de Lille. Rémi Dos Santos, la Uno X reprend les choses en main. Ils sont 4 les Uno X dans ce groupe. Ils sont pour qui roule-t-il? Je pense qu'ils roulent pour Verunschkel. Soren Verunschkel, pardon, on va y arriver, le carton bleu. Ils ont aussi Tobias monumental, 95-92 kg, c'est un monstre. Ouais. Et ils ont Johannessen aussi, leur leader pour le général, dans ce groupe, et Uno X qui sont en train de faire une très très bonne opération et qui sont en nombre et qui donc en profitent. Ça roule devant les Alpecin, devant les Tudor de Matteo Trentin, devant les Jayco Agula, et ça bouge énormément. Ça essaie de se placer. Voilà, ça bouge énormément. Pascal Chanteur, Vincent Barthaud, la dernière intervention avant l'arrivée. Ça va être un sprint peut-être chaotique. Vincent et Pascal, vous entendez la folie derrière vous. Est-ce que vous m'entendez? Ça y est. Je pense qu'il y a... Ah oui, j'ai entendu Pascal essayer d'intervenir, mais c'est pas évident. Oui, on essaye depuis un moment d'intervenir, mais on n'arrive pas à parler. Oui, donc juste pour vous dire, très gros travail de la FDJ, la Groupama FDJ. Paul Penouet est bien placé. Exactement. On a vu aussi un énorme travail de la De Koenig, de Philipsen, parce que il était pris dans la chute, vous avez bien vu, et ses équipiers ont réussi à le ramener en tête de course, et vous êtes à la flamme rouge.
Et on est à la flamme rouge, effectivement. Rémi Dos Santos, c'est maintenant 800 mètres à parcourir. C'est Cadengrove qui est en train de rouler le premier sur cette équipe Alpecin de Koninck. Et il va laisser à 750 mètres la voie à Mathieu Van Der Poel, l'ancien champion du monde, qui imprime un énorme rythme, qui a fait très mal, qui a été l'un des instigateurs de cette bordée. Ils sont encore deux devant Jasper Philipsen. Il s'est écarté, Mathieu Van Der Poel. Et c'est parti pour ce sprint. On a essayé ça va être long, hein. Ouais, ça va être un sprint très long parce qu'on est parti à 500 mètres du côté sur la droite de la route du côté d'un Israël. J'arrive pas à voir qui c'est. Et maintenant on est lancé entre Binyam Girmay et Jasper Philipsen. Il a de l'avance, Jasper Philipsen. On n'ira peut-être pas le chercher, même si il y a Anthony Turgis qui tente de remonter. Il sera trop court. La victoire de Jasper Philipsen dans cette première étape. Oh, il est fort. Oh là, il est fort. Très fort, hein. Il a failli chuter à 2,5 km de l'arrivée et il a dû remonter ce groupe de tête, faire le train. Et derrière ce train de Cadengrove et de Mathieu Van Der Poel, c'est un récital de l'Alpecin de Koninck sur ces 30 derniers kilomètres, conclu par l'énorme boulot de Jasper Philipsen. Vincent Barthaud, Pascal Chanteur, ce qu'il a fait là, c'est incroyable. On l'a bien vu, il a toujours été bien entouré. Il a toujours été très bien entouré de ses équipiers lorsqu'il y a eu l'accident à 5 km de l'arrivée. Ça démontre qu'il est très 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 fort. Et l'Oreillette a très bien fonctionné, c'est bien. Ce qui est terrible, c'est première étape, première victoire pour Pascal Chanteur. Ce qui est terrible, c'est qu'on voit que sur le deuxième groupe, il y en a un qui a largement dominé le groupe de sprint, c'est Milan. Qui c'était Quentin? Et tu te dis que s'il avait été là... Est-ce que l'Oreillette s'était pas trompé de groupe en fait? Est-ce que ça marche pour le deuxième groupe? Je sais pas, mais il avait l'air fort. Hein. Ouais, et en tout cas, l'Alpecin de Koninck, on fera sur ces deux classes tout à l'heure, mais quel collectif impressionnant hein, sur cette arrivée. Quel chaos quand même. Quel chaos en fait il y avait qu'un seul train, il y avait qu'un seul véritable train qui a pu se mettre en place, Vincent Barthaud, et le collectif a parlé. Oui, de toute façon, on n'est pas surpris. Une équipe comme Alpecin de Koninck, quand vous avez des équipiers qui s'appellent Mathieu Van Der Poel, automatiquement, Philipsen, il est mis dans des bonnes dispositions. Mais il a quand même fait, malgré l'appui de ses équipiers, il a quand même fait un sprint magistral. 500 mètres, puisqu'il est sorti pratiquement à 300 mètres de l'arrivée. C'est incroyable. Et il a gagné facilement. Je crois qu'on a un beau vainqueur aujourd'hui à Lille. Facile, Jasper Philipsen, et on a les résultats préliminaires avec la victoire de Jasper Philipsen en 3h53 et 11 secondes. Rémi Dos Santos, le top 10. Binyam Girmay termine deuxième juste devant Soren Verenskjold, donc il était bien le sprinter de l'équipe pour UnoX. Ils étaient là. La très belle quatrième place d'Anthony Turgis qui a tenté sa chance. Il est pas si loin. 5e Matteo Trentin, 6e et 7e un doublé Groupama FDJ Clément Russo, Paul Penouet, Matteo Jorgensen et 8e Marcus Meyerhofer est 9e et Sam Watson d'Ineos est 10e. Ouais, et effectivement quand même 3 Français dans le top 10, ça c'est une bonne très bonne nouvelle aujourd'hui. Félicitations messieurs. Bravo. on arrête comme ça, t'imagines Jasper Philipsen. Qu'est-ce qui est dommage? C'est dommage lorsque l'on voit Clément Russo et Paul Penouet dans les 10 premiers. Je pense que Clément Russo aurait pu être le dernier homme pour Paul ou inversement. C'est toujours un petit peu dommageable qu'il puisse y avoir 2 coureurs de la même équipe dans un sprint à la 6e ou 7e place, parce que peut-être que l'un des deux aurait pu faire le dernier effort pour son équipier respectif. Et on a vu à quel point le travail collectif a fait la différence quand tu vois l'écart. Parce que Jasper Philipsen, je vous le rappelle, si vous nous rejoignez sur Sud Radio, Jasper Philipsen vient de remporter la première étape de ce Tour de France dans une étape extrêmement tendue. Et Jasper Philipsen, à 3 km de l'arrivée, il évite Ben O'Connor et qui d'autre, pardon, et Vandenberg. Il l'évite. C'est extraordinaire la façon dont il évite cette chute. Et derrière, il a remonté le groupe de tête pour aller se placer et participer au train et remporter cette étape. Le travail de Cannes de Jasper Philipsen. Et puis il y a Van Der Poel aussi qui fait un énorme travail. Ah ouais, il est à la base de cette bordure. Enfin, l'Alpecin de Koninck a fait un travail dingue, mais ouais, Jasper Philipsen est en grande forme, en très très grande forme, Quentin.
La première chose que tu as dit, c'est j'ai dit il est fort. Non, parce qu'au début, on le voit partir, on se dit c'est loin quand même. Il part de très très loin. Et puis finalement, il finit avec 2 vélos d'avance et voilà une victoire quasiment sereine, alors que c'est lui qui a participé justement à cette bordure avec son coéquipier. Et on le voit à la fin, il gagne sereinement. Alors le petit regret, c'est qu'il n'y ait pas eu tous les sprinters dans ce sprint final pour voir qui est le plus fort sur ce tour, mais pour l'instant dans le groupe de tête en tout cas il n'y a pas vraiment de concurrent pour Philipsen. Et le deuxième groupe est arrivé avec 40-45 secondes de retard, 39-40 secondes de retard à peu près, avec Remco Evenepoel dans ce deuxième groupe. 39 secondes exactement avec Jonathan Milan, avec Remco Evenepoel exactement. On attend encore l'actualisation du classement. Mathias Kielmose de la Lidl Trek était également dans ce groupe. Donc il y a pas mal de leaders qui ont perdu du temps. Primož Roglič ou Florian Lipovic pour la Red Bull Bora également. Et on connaît pas l'état de santé de Ben O'Connor, parce qu'il est tombé lui aussi. Est-ce qu'il a pu terminer correctement cette étape? Ben O'Connor, Lucas Mesga qui a pas réussi donc à le protéger totalement, mais il y en a qui avec déjà plus de 5 minutes de retard. Non, c'est une première étape dantesque et justement on va faire le conseil de classe dans un instant sur Sud Radio dans quelques minutes, après la victoire donc de Jasper Philipsen pour cette première étape devant Ben Girmay. Et le troisième de cette étape aujourd'hui, c'était Søren Verenskjold, donc le Norvégien de la Uno X. À tout de suite sur Sud Radio pour le conseil de classe et le débrief de cette première étape du Tour de France 2025. Vous êtes sur Sud Radio, la radio du Tour de France. On vient de vivre une première étape complètement dingue. On est avec Vincent Barthaud, maillot jaune du Tour de France 84, avec Pascal Chanteur, ancien coureur professionnel et président de l'Union nationale des cyclistes professionnels. Nos consultants Sud Radio qui sont là, toujours présents à l'arrivée à Lille. On est avec Rémi Dos Santos, Quentin Fredon, Quentin Cabelli. C'est vous au 0826 300 300. On va faire le conseil de classe dans un instant avec les avertissements, les compliments et les félicitations. 3 catégories au sein desquelles il y aura des équipes choisies par Vincent Barthaud et Pascal Chanteur. Mais avant toute chose quand même, un mot sur cette première étape dantesque, Vincent Barthaud. De la tension, des chutes, des ennuis mécaniques, des bordures et une arrivée au sprint vraiment dans un chaos dingue. Ça promet pour ce tour. Oui, effectivement, c'est bien parti. Je pense que les étapes qui vont se donner après-demain, ça va être encore terrible. Celle du Boulonnais, elle est dure. Celle de Vire, Bayeux-Vire, on en a parlé tout à l'heure. Donc c'est vraiment un grand début de Tour de France et un beau vainqueur encore aujourd'hui. Tu t'attendais à autant de chaos aujourd'hui, Vincent? Alors, c'est les coureurs qui font un chaos. C'est pas un chaos, tu dis Pascal. Il n'y a pas eu du chaos aujourd'hui. J'ai l'impression que tu es en train de nous dire que c'était prévu. Non, c'est pas que c'était prévu, c'était prévisible. Il n'y a pas de chaos parce que il n'y a pas eu de chutes graves, même s'il y a eu quelques accrochages. Il y a quand même à minima 3 ou 4 abandons aujourd'hui. Oui, mais regardez les abandons. Bon, il y a eu un abandon sur chute, oui, à quelques kilomètres de l'arrivée, mais c'est surtout des malades. On a vu passer Lenny Martinez qui était pas bien du tout. Donc il n'est pas dans son état normal. Ça c'est certainement maladie. Oui, Pascal, effectivement, tu parlais de Lenny Martinez, ça n'avait pas l'air d'aller pour Lenny Martinez qui était en grande difficulté toute la journée. Mais c'était prévisible, toi tu estimes, Vincent, qu'on ait une étape de ce style-là aujourd'hui? C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est prévisible, mais c'est les coureurs qui font la course. Mais avec Pascal ce matin, quand on était sur place, qu'on a vu le vent, on pouvait se douter qu'il allait y avoir de la bagarre. Après, c'est encore une fois, c'est les coureurs qui font la course. Mais plus on s'avançait vers l'arrivée, plus on sentait vraiment que le peloton allait exploser. Et finalement, c'est ce qui s'est vraiment passé. Pascal Chanteur. Oui, j'ai pas grand chose à rajouter. On voyait bien que c'était tendu depuis pas mal de kilomètres et lorsqu'on a vu cette partie dégagée avec un vent de côté, ils ont tourné immédiatement à droite. On voyait déjà un certain nombre d'équipes se mettre en état de marche et donc dès qu'ils ont pris le tourne à droite avec un vent de côté très fort, très violent,
bien on l'avait dit, et ce qui était prévisible s'est avéré exact. Ouais, incroyable. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, Alexandre, vite fait, c'est que le grand perdant de la journée, c'est Evenepoel. C'est quand même un mec qui a fait le podium. On va en parler justement. Tiens, on va en parler parce qu'on fait le conseil de classe dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio Sport, le conseil de classe. Le conseil de classe, c'est très simple. 3 catégories, les avertissements, les compliments et les félicitations. On rappelle, on ne met pas dans ces catégories-là des coureurs, mais des équipes, parce que on veut souligner l'aspect très collectif du cyclisme, et notamment dans ce Tour de France, et ça s'est très bien vu aujourd'hui. Avertissement, compliments, félicitations. On attaque par les avertissements. Quentin Cavanis. Tu te rends compte de ce que tu fais là? Tu crois que c'est facile? Avertissement. Pas marre de me flanquer là, sérieusement? C'est chaud patate. Si on fait rien, j'ai peur que ce soit dead. Génial, c'est la guerre. Oh putain, ça recommence. Ils vont s'entretuer les yeux, ça va être trop bien. Avertissement à qui aujourd'hui? Quelle équipe est passée à côté du rendez-vous? Vincent Barthaud. Pour moi, l'équipe Soudal, celle d'Evenepoel, Quick-Step, celle d'Evenepoel, forcément, parce que quand on a un leader comme ça, on doit vraiment bien le protéger. Alors on a vu brièvement sur les images que il avait failli tomber dans un petit fossé. Donc voilà, on n'est jamais à l'abri malheureusement d'un petit problème comme ça. Mais je pense qu'il aurait dû être mieux entouré quand même. Il savait qu'il y avait du vent. Donc pourquoi lui se fait piéger et puis pas les autres? Ça, on peut se poser la question. Pascal Chanteur, avertissement à qui? Est-ce que tu rejoins Vincent sur le choix de la Soudal Quick-Step ou est-ce que tu as une autre proposition à nous faire? Oui, bien sûr. Soudal Quick-Step, bien entendu. Evenepoel va avoir un décours de pratiquement pas loin d'une minute ce soir. Pour un protagoniste au podium, c'est déjà très très lourd. Et puis après, Roglic. Est-ce que Roglic était devant? Est-ce qu'il était derrière? Je ne sais plus. Il était derrière. Donc eux aussi ont véritablement mangé la feuille de match. Ouais. Alors en ce qui concerne Roglic, moi de toute façon je le trouve pas saignant, je le trouve pas vraiment depuis le début de saison, il n'est pas au top, donc c'est un peu moins dédommageable pour lui, même si ça restait un des favoris, mais je pense que c'est surtout Quick-Step, Soudal et Evenepoel. Donc c'est la Soudal Quick-Step qui récolte les avertissements des consultants Sud Radio, ouais. Vincent Barthaud et Pascal Chanteur. Rémi Dos Santos, choix logique. Oui, choix logique. Moi, j'avais envie de ressortir la Red Bull Bora aussi, puisque ni Roglic ni Lipovic, les deux leaders, ne sont dans le groupe de tête. Et puis aussi l'Ineos, parce que Ineos, le leader pour le général Geraint Thomas, est aussi à 40 secondes. Et tu perds Thomas. Et tu perds exactement. Et tu perds Filippo Ganna, qui est un coureur déjà qui peut faire du bien en tant qu'équipier, mais qui peut t'offrir une victoire sur le chrono de Caen. Donc Ineos a perdu très gros aussi aujourd'hui. Même si Thomas n'est pas un candidat au podium. Non, mais Carlos Rodriguez, il a sauté aussi. Et Carlos Rodriguez n'était pas là aussi. Enfin voilà, l'Ineos, c'est un début aussi qui est très compliqué avec Sam Watson dans le groupe de tête. Ouais, et on va désormais décerner les compliments. Je te promets que tu vas adorer. Compliments. Si c'est de lui, c'est formidable. Il est super. Ouais, je sais le faire. 2 secondes, elle tu sais pas le faire, toi? Si, je sais le faire. Ouais, moi aussi. Non, c'est pour voir. Compliment à qui? Alors on n'est pas sur les félicitations, mais on est quand même sur un bon point. On adresse un bon point à une équipe. Pascal Chanteur. Groupama FDJ. Ils étaient nombreux. Paul Penouet, c'est son premier Tour de France, c'est son baptême du feu. Je peux vous dire, pour un jeune rookie, de faire cette première étape du Tour de France comme elle a été menée, il doit se dire, il en reste encore 20, mais qu'est-ce que ça va être par la suite? C'est ce qu'on se disait en antenne. T'arrives à l'hôtel le soir, tu te dis, oh mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, ils étaient nombreux de l'équipe à l'avant de la course. Ça veut dire qu'ils étaient concentrés, qu'ils sont aussi, comment je pourrais dire, prêts à soutenir leur sprinter. Donc, non, je pense que Paul Penouet va nous surprendre sur ce Tour de France. Ouais, et avec Clément Russo, les deux, l'un n'a pas couru véritablement pour l'autre. Les deux ont terminé dans le top 5-6 ou 6-7, 6 et 7. D'ailleurs, qui est le meilleur résultat en carrière pour Clément Russo. Vincent Barthaud, compliment à quelle équipe? À la même chose, la Française des Jeux, Groupama, parce que c'est vrai que c'était pas évident de finir comme ça avec tous les grands sprinters. Et Penouet, mais il nous montre depuis un certain moment qu'il est en bonne condition physique. Il est pas loin
gagner une belle. Bon, aujourd'hui, il lui a manqué les 200-300 derniers mètres, mais on peut donner ce truc, cette récompense à la Groupama, effectivement. Voilà pour les compliments. On attaque maintenant sur les félicitations. Alors moi, il m'épate. Félicitations. Alors là, mon gars, la fierté de ton père. J'arrive pas à croire que c'est moi qui l'ai fait. Tu veux que je te dise, si on se donne du mal, eh bien ça marche. Oui, mon fils, tu as tout compris. C'est phénoménal. Voilà donc pour les félicitations. Alors on félicite qui ce soir? Vincent Barthaud. Il va y avoir du suspense à mon avis. Moi, je vais féliciter, parlons vrai, je vais féliciter l'équipe de Sud Radio pour cette première étape. Bravo Vincent, tu vois, il a cassé mon suspense finalement. Mais oui, merci. On se voit pas souvent, on travaille pas souvent ensemble, donc là sur le tour, faut se mettre vraiment bien tous ensemble. Donc je vais vous féliciter tous, et puis je vais féliciter plus sérieusement l'équipe Alpecin de Koenig, puisqu'ils ont réussi à aller au bout de cette étape et de prendre ce fameux maillot jaune avec Philipsen. De A à Z, c'est quand même une maîtrise, moi je trouve, de la Alpecin de Koenig. Franchement, Vincent. Et puis on va retenir le fair play de Van Der Poel, parce que aujourd'hui Van Der Poel, il va trouver un terrain plus intéressant pour lui demain encore dans le Boulonnais, et puis les étapes qui vont suivre. Mais aujourd'hui, si on fait le sprint pour lui, il peut très bien gagner. Mais comme quoi, il a du fair play, il s'est donné à fond pour Philipsen, et ça, on peut lui tirer le chapeau. Ouais, effectivement, pour donc cette Alpecin de Koenig qui a très très bien géré la course, de la bordure au placement, puis toute la suite. Ils sont 5 sur 8 dans le groupe. 5 sur 8 sur les 40 coureurs. C'est très fort. C'est phénoménal. C'est très très fort. Pascal Chanteur, félicitations à qui? Alpecin de Koenig, bien sûr, pour la gestion de la situation de course. Parce que rappelez-vous, à quelques kilomètres de l'arrivée, l'incident qui peut causer la chute de Philipsen, une maîtrise de sa bicyclette incroyable, derrière des équipiers qui sont capables d'aller le rechercher en queue de peloton pour le ramener en tête de peloton, être capable de se replacer, de lancer le sprint à 300 mètres, non, c'est juste incroyable. Ouais, très impressionnant, et tiens, on vient de nous signifier l'arrivée de Lenny Martinez à la 182e place aujourd'hui, très très compliqué. 9 minutes. Ouais, ça a été très très dur pour Lenny Martinez, énormément de soucis pour lui aujourd'hui, et on espère le voir demain au départ. Donc félicitations à Alpecin de Koenig, compliments à la Groupama FDJ, et avertissement à la Quick Step Soudal, voilà, la Soudal Quick Step. Parlons, tiens, rapidement de l'étape de demain, cette deuxième étape qu'on attend, on attend beaucoup d'ailleurs cette deuxième étape, parce que on va un peu changer de physionomie, Vincent Barthaud, et ça va être casse-pattes demain, avec 4 côtes référencées et des côtes plutôt raides. Oui, elles sont pas très très longues, mais elles sont pas évidentes à monter, elles sont pas évidentes à gérer, et encore une fois, on peut s'attendre à ce que demain le peloton soit aussi en plein vent, parce qu'il va toujours y avoir du vent, on l'a annoncé pour tout le week-end, donc ça va être une étape plus accidentée, donc encore une fois, voilà, on risque... Assez pour éliminer les sprinteurs ? Non, je pense pas, parce qu'il y a vraiment des sprinters qui marchent bien, on l'a vu comme Philipsen, surtout comme Van Der Poel demain, donc non, pas pour les éliminer, mais c'est une étape qui peut faire du dégât, parce que nous, dans le milieu du vélo, avec Pascal, quand on courait par là-bas, le Boulonnais, c'est toujours réputé difficile. Donc si en plus du vent, si en plus des bonnes bosses à monter, il va falloir être très vigilant. Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu cette dernière côte à Outreau, là, demain, ouais. Pascal Chanteur, ça part. Il y a quand même des passages à 15%. C'est pas suffisant pour éliminer des sprinteurs en 2025. Il y a trop de travail collectif pour passer ça. Écoutez, moi, je vous en parlais tout à l'heure, lorsque l'on a regardé les images et le direct de l'arrivée d'aujourd'hui. Je pense que Van Der Poel, il a préparé cette première semaine aux petits oignons. Je pense que Van Der Poel, il est capable de lâcher tout le monde dans les derniers monts pour aller remporter la victoire demain, parce que c'est des routes étroites. Ça ressemble un petit peu au Tour des Flandres, et c'est quand même quelque chose, une des courses qu'il affectionne tout particulièrement. Et cette étape, je pense, lui est totalement dédiée.
Et puis un dernier mot sur aujourd'hui, sur ce départ de cette 112e édition. Vincent Barthaud, Pascal Chanteur, beaucoup d'ambiance à Lille. Voilà, on s'est franchement régalé. Ça a été énorme l'ambiance. Énorme. Quand vous avez vu la présentation du public hier, 12 000 personnes sur la grande place. Le monde qu'il y avait au bord des routes aujourd'hui, ça a été vraiment une étape fabuleuse, un très beau début de tour. Et puis pour vous dire aussi, on a eu le temps de voir l'échappée passer, le peloton passer. On peut vous dire avec Pascal que les coureurs sont déjà d'ores et déjà aujourd'hui très fatigués. Ça a été une étape nerveuse et la première semaine qui les attend va pas être une étape des étapes vraiment faciles. Donc on est déjà fatigué du côté du peloton. Donc on va falloir s'attendre à une grosse animation dans cette première semaine. Demain on sera là à partir de 17h sur Sud Radio pour cette étape entre Levin-Planck et Boulogne-sur-Mer. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir vécu cette victoire de Jasper Philipsen du côté de Lille pour la première étape du Tour de France. Merci Quentin Fredon, Quentin Cabanis, Rémi Dos Santos, nos consultants Vincent Barthaud et Pascal Chanteur et vous au 0826 300 300 et votre fidélité. Belle soirée à tous.